Chapitre 73. Comme on le voit, à chaque voyage que je faisais vers Paris, mon budget allait grossissant. Il y avait 4 mois, j'y étais entré avec ma part de 35 francs dans la société Paillet et compagnie. Il y avait 8 jours, c'était avec 50 francs dans ma poche que j'avais touché la barrière. Enfin, cette fois, c'était avec 185 francs que je descendais à la porte de l'hôtel des Vieux Augustins. Le même jour, je me mis à la recherche d'un logement. Après avoir monté et descendu un bon nombre d'escaliers, je m'arrêtai à une petite chambre, au 4e. Cette chambre, qui avait le luxe d'une alcôve, appartenait à cette immense agglomération de maisons qu'on appelle le pâté des Italiens et faisait partie de la maison numéro 1. Elle était tapissée d'un papier jaune à 12 sous le rouleau et donnait sur la cour. Elle me fut laissée pour la somme de 120 francs par an. Elle me convenait sous tous les rapports, je ne marchandais donc pas. Je signifiai au concierge que je la prenais et je lui annonçai l'arrivée de mes meubles pour le lendemain au soir. Le concierge me demanda le denier à Dieu. Complètement étranger aux habitudes parisiennes, j'ignorais ce que c'était que le denier à Dieu. Je crus que c'était un acompte sur le loyer. Je tirai majestueusement un Napoléon de ma poche et je le laissai tomber dans la main du concierge, qui salua jusqu'à terre. Il était évident qu'à ses yeux, je devais passer pour un prince qui voyageait incognito. Donner 20 francs de denier à Dieu sur une chambre de 120, cela ne s'était jamais vu. 20 francs, c'était le 6e du loyer. Aussi sa femme réclama-t-elle à l'instant l'honneur de faire mon ménage. Cet honneur lui fut accordé moyennant 5 francs par mois, toujours avec la même majesté. Je courus de là chez le général Verdier pour lui faire ma visite de digestion et lui annoncer la grande nouvelle. J'étais parti si vite de Paris le mardi d'auparavant que je n'avais pas eu le temps de monter ces 4 étages. Cette fois je les montai, mais inutilement, le général avait profité du dimanche et s'était donné congé. Je fis comme lui, je flânai sur les boulevards, le seul endroit où je ne courusse pas le risque de me perdre. Puis j'arrivai, flânant toujours, au café de la porte Saint-Honoré. Et tout à coup, à travers les vitres, j'aperçus une personne de connaissance. C'était Hirault, le fils du brave père Hirault, qui, si malheureusement, avait tenté de faire de moi un musicien. J'entrai dans le café. Hirault venait d'en faire l'acquisition. Il en était le propriétaire, j'étais chez lui. Quoiqu'il fût un peu plus âgé que moi, nous avions été très bons camarades dans notre enfance. Il me retint à dîner. En attendant le dîner, il mit à ma disposition tous les journaux de l'établissement. Une partie de ces journaux a disparu aujourd'hui. Les principaux journaux de l'époque étaient le journal des débats, toujours resté sous le patronage des frères Bertin et qui relevait du gouvernement. Il représentait l'esprit de Louis XVIII et de M. de Villèle, c'est-à-dire un royalisme modéré et fusionnaire, une politique d'expectative et de louvoiement. Ce système, enfin, auquel, au milieu des complots des Carbonari et des intrigues des ultras, Louis XVIII dut de mourir à peu près tranquille, sinon sur le trône, au moins à côté. Le vieux constitutionnel, celui de Saint-Albin, de Jay, de Tissot, d'Évariste Dumoulin, le vieux constitutionnel, supprimé un beau matin pour un article mis à l'index par la censure, article qui, on ne sait comment, avait été publié sans la trace des griffes et des dents de messieurs les censeurs. Alors, avec une rapidité de résolution qui indiquait le grand dévouement que le constitutionnel de toutes les époques a toujours professé pour ses intérêts, alors il avait acheté, moyennant une croûte de pain, le journal du commerce qui possédait 400 abonnés, et sous le titre de Journal du commerce avait reparu le lendemain. Bien évidemment que sous ce masque transparent, on avait reconnu le bon vieillard, lequel, au moment où j'arrivais à Paris, venait de reprendre ou allait reprendre son ancien titre, si cher aux bourgeois de Paris. Le constitutionnel représentait, dans sa plus grande timidité, l'opinion libérale et n'avait réellement de foudre et d'éclair que contre les jésuites, auxquels il avait voué cette haine cruelle et superbe qui l'anime aujourd'hui contre les démagogues.
Le drapeau blanc, rédigé par Martinville, homme d'infiniment d'esprit, mais homme haï et haïssant. Chargé de la défense du pont de Pec, comme commandant de la garde nationale de Saint-Germain, on lui reprochait d'avoir, en 1814, livré ce pont aux Prussiens. Et lui, aux reproches, répondait non seulement par un aveu, mais encore par une bravade. Ne pouvant nier, il se vantait. Mais comme toute trahison tourmente au fond celui qui l'a commise, celle-là, quoi qu'il en dît, lui rongeait le cœur. Monsieur Arnauld avait trouvé à son nom une étymologie qui avait fait fureur. Il l'appelait Martin de père et Ville de mère. Brave du reste et prêtant facilement le collet, il s'était à propos de Germanicus battu avec Telleville Arnauld. La balle du fils du poète avait effleuré la cuisse du critique en y laissant une simple contusion. Bah, disait le père Arnauld, il ne l'a seulement pas senti, elle lui a produit l'effet d'un coup de bâton. La foudre. Celui-là, c'était le journal avoué du pavillon marsan, véritable expression de cette opinion ultra-royaliste qui, pour toutes les réactions à venir, faisait fond sur monsieur le comte d'Artois et qui attendait avec impatience cette décomposition de matière, laquelle, au train dont elle allait, ne pouvait tarder d'être complète chez Louis XVIII. Les rédacteurs de La Foudre étaient Bérard, les deux frères d'Artois, en même temps vaudevillistes, Théolon, Ferdinand Langlais, Brisset et de Rancé. En face de La Foudre et sur la limite la plus opposée de l'opinion libérale était Le Miroir, hussard de la presse, charmant escarmoucheur, plein de verve et d'humour. Rédigé par tous les hommes qui passaient pour avoir de l'esprit d'opposition dans ce temps-là, et qui, hâtons-nous de le dire, en avaient réellement. Ces hommes, c'étaient messieurs de Jouy, Arnauld, Jalles, Coste, Castel, Moreau, etc. Aussi le pauvre Miroir était-il l'objet des poursuites acharnées du gouvernement, aux yeux duquel il renvoyait à tout moment quelques rayons brisés du soleil de l'Empire. Supprimé comme Miroir, il reparut sous le nom de La Pandore. Supprimé comme Pandore, il devint l'Opinion. Supprimé enfin comme l'Opinion, il ressuscita sous le titre de La Réunion. Mais ce fut la dernière de ces métamorphoses. Protée était à bout et mourut enchaîné. N'oublions pas le Courrier français, sentinelle de l'opinion avancée et presque républicaine déjà, à une époque où personne encore n'osait prononcer le mot de république. C'était au Courrier français, journal rédigé par Châtelain, l'un des patriotes les plus honnêtes et les plus éclairés de cette époque, que travaillait, comme je l'ai dit, M. de Leuven. Mais alors, disons-le, je ne demandais guère à tous ces journaux des nouvelles politiques. Je n'y lisais que les nouvelles littéraires. Décidé, puisque je trouvais un dîner qui ne me coûtait rien, à transformer le prix de ce dîner en billet de spectacle, je cherchais sur tous ces journaux les affiches du jour, et guidé par Hirault dans le choix de la littérature dont je comptais nourrir ma soirée, je me décidai pour la Porte Saint-Martin. On jouait le vampire. C'était la 3e ou 4e représentation seulement de la reprise de cette pièce. Hirault m'invita à me presser. La pièce avait un grand succès et attirait la foule. Elle était jouée par les 2 acteurs en vogue de la Porte Saint-Martin, Philippe et Madame Dorval. Je suivis le conseil d'Hirault, mais quelque diligence que je fisse, il y a loin du café de la Porte Saint-Honoré au théâtre de la Porte Saint-Martin, je trouvais les environs encombrés. J'étais nouveau à Paris, j'ignorais toutes les habitudes du théâtre. Je longeais une queue immense enfermée dans des barrières, n'osant même pas demander où l'on prenait les entrées. Sans doute, un des amateurs qui était à la queue s'aperçut de mon embarras, car, s'adressant à moi, « Monsieur, me dit-il, monsieur !» Je me retournai, doutant que ce fût à moi qu'on parlât. « Oui, vous, monsieur, continua l'amateur, vous qui avez les cheveux frisés, voulez-vous une place ?»« Comment, si je veux une place ?»« Mais sans doute. Si vous vous mettez à la queue là-bas, vous n'entrerez jamais. On renverra plus de 500 personnes ce soir. » C'était de l'hébreu pour moi que ce langage. Je comprenais seulement que l'on renverrait 500 personnes et que je serais du nombre des personnes renvoyées. « Voyons, décidément, voulez-vous une place ?» continuait l'amateur. « Vous avez une place, vous ? Il me semble que vous la voyez. »
Je ne voyais rien du tout. Prise d'avance alors, demandai-je. Prise depuis midi. Et bonne? Comment cela, bonne? C'était l'amateur qui ne comprenait plus. Oui, repris-je, je serai bien placé. Vous serez placé où vous voudrez. Comment je serai placé où je voudrais? Sans doute. Combien votre place? 20 sous. Je réfléchis à part moi que 20 sous pour aller où je voudrais, ce n'était pas cher. Je tirai 20 sous de ma poche et les donnai à mon amateur, lequel aussitôt, avec une agilité qui prouvait combien cet exercice lui était habituel, grimpa le long des barreaux de la barrière, l'enjamba et se trouva près de moi. Eh bien, lui demandai-je votre place. Prenez-la, seulement prenez-la vite, car si on pousse, vous ne l'aurez plus. Il se fit à l'instant même ce raisonnement dans mon esprit. Ces messieurs qui sont dans cette barrière ont sans doute pris et payé leur place d'avance, et c'est pour les reconnaître qu'on les a parqués ainsi. Ah bon, je comprends, répondis-je, et j'enjambai la barrière à mon tour en sens inverse. De sorte que, tout au contraire de mon marchand de place, qui du dedans avait passé au dehors, je passai, moi, du dehors au dedans. Au bout d'un instant, un mouvement de progression se fit sentir. On venait d'ouvrir les bureaux. Je me laissai aller en courant. 10 minutes après, je me trouvais devant la grille. « Eh bien, monsieur, me dit mon voisin, ne prenez-vous point votre billet ?»« Comment, mon billet ?»« Sans doute, votre billet, me dit un de ceux qui venaient derrière moi. Si vous ne prenez pas votre billet, laissez-nous prendre les nôtres au moins. » Et une légère bourrade indiqua le désir qu'avaient ceux qui me suivaient de prendre leur tour. « Mais, leur dis-je, j'ai acheté ma place, ce me semble. »« Votre place ?»« Oui, puisque j'ai donné 20 sous, vous avez bien vu. Sûrement que j'ai donné 20 sous à cet homme qui m'a vendu sa place. »« Ah, sa place à la queue !» s'écrièrent mes voisins. « Mais sa place à la queue n'est pas sa place dans la salle. Mais il m'a dit qu'avec sa place, j'irai où je voudrais. » Sans doute, vous irez où vous voudrez. Prenez une avant-scène, vous en avez le droit, et vous irez où vous voudrez. Seulement les avant-scènes, c'est à l'autre bureau. Allons, allons, nous dépêchons-nous, firent les voisins. Messieurs, dégagez le couloir, s'il vous plaît, cria une voix. C'est monsieur qui ne veut pas prendre son billet et qui nous empêche de prendre les nôtres, crièrent en chœur les voisins. Allons, allons, décidez-vous. Les murmures augmentaient, et au milieu des murmures, je commençais à comprendre ce que l'on m'avait du reste à peu près expliqué, c'est que j'avais acheté ma place à la queue et non ma place dans la salle. En tout cas, comme on commençait à me bousculer d'une façon menaçante, je tirai de ma poche un écu de 6 francs et demandai un parterre. On me rendit 4 francs 10 sous et un carton qui avait été blanc. Il était temps, je fus emporté immédiatement par un flot de la foule. Je présentai au contrôle mon carton qui avait été blanc, on me l'échangea contre un carton qui avait été rouge. Je suivis un corridor à gauche, je trouvai à ma gauche une porte sur laquelle était écrit le mot « parterre » et j'entrai. Ce fut là que je reconnus la vérité de ce que m'avait dit l'amateur qui m'avait vendu sa place 20 sous. Quoique j'eusse 15 ou 20 personnes à peine avant moi à la queue, le parterre était presque plein. Un noyau des plus compacts s'était surtout formé sous le lustre. Je compris cela, puisqu'à mon avis, là devaient être les meilleures places. Je résolus de me mêler à ce groupe qui me paraissait ne s'être tant pressé que pour se placer si bien. Je montai sur les banquettes, comme j'avais vu faire à plusieurs, et marchant en équilibre sur leur dos arrondi, je me mis en mesure de gagner le centre. Je devais être, ou plutôt, il faut en convenir, j'étais fort ridicule. J'avais les cheveux très longs, et comme ils sont crépus, ils formaient autour de ma tête une assez grotesque auréole. En outre, à une époque où l'on portait des redingotes coupées au-dessus du genou, je portais, moi, une redingote qui me tombait jusqu'à la cheville. Une révolution s'était accomplie à Paris qui n'avait pas eu le temps de se faire à Villers-Cotterêts. J'étais à la dernière mode de Villers-Cotterêts, mais j'étais à l'avant-dernière mode de Paris. Or, comme rien n'est en général plus opposé à la dernière mode que l'avant-dernière mode, ainsi que j'ai déjà eu la modestie de le dire, j'étais fort ridicule. Sans doute je parus tel à ceux vers lesquels je m'avançais, car ils m'accueillirent avec des éclats de rire qui me semblèrent d'assez mauvais goût.
J'ai toujours été très poli, mais à cette époque, à côté de la politesse que je tenais de mon éducation maternelle, veillait, inquiète et soupçonneuse, une vivacité qui me venait probablement de mon père. Cette vivacité faisait de mes nerfs une espèce d'instrument très facile à irriter. Je me mis le chapeau à la main, mouvement qui démasqua la complète originalité de ma coiffure et redoubla l'hilarité générale du groupe dans les rangs duquel j'ambitionnais une place. Pardon, messieurs, demandai-je le plus poliment du monde, mais je voudrais savoir ce qui vous fait rire, afin de pouvoir rire avec vous. On dit que la pièce que nous allons voir jouer est fort triste, et je ne serais pas fâché de m'égayer un peu avant de pleurer. Mon discours fut écouté dans le plus religieux silence. Et puis, au milieu de ce silence, une voix s'éleva tout à coup. « Oh, c'te tête !» dit la voix. Il paraît que l'apostrophe était des plus comiques, car à peine eut-elle été lâchée que les éclats de rire redoublèrent. Il est vrai qu'à peine le redoublement d'éclats de rire s'était-il fait entendre, j'en voyais un vigoureux soufflet aux railleurs. Monsieur, lui dis-je en même temps, je m'appelle Alexandre Dumas, je demeure pour demain encore rue et hôtel des Vieux Augustins, et pour après-demain et les jours suivants place des Italiens numéro 1. Il paraît que je parlais une langue tout à fait inconnue à ces messieurs, car au lieu de me répondre, 20 poings s'élevèrent menaçants, et toutes les voix crièrent « À la porte, à la porte !» Comment, à la porte, m'écriai-je, ce serait joli, par exemple, moi qui ai payé 2 fois ma place, une fois à la queue et l'autre fois au bureau. À la porte, redoublèrent les voix avec augmentation de fureur. Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous dire où je demeurais. À la porte, crièrent les voix avec une irrésistible puissance. Tout le monde était monté sur les banquettes, tout le monde s'inclinait de la galerie, tout le monde se lançait à demi hors des loges. Je formais le centre d'un immense entonnoir. À la porte, criaient ceux-là même qui ne savaient pas ce dont il s'agissait, mais qui calculaient qu'une personne de moins ferait une place de plus. Je me débattais de mon mieux au fond de mon entonnoir lorsqu'un monsieur assez bien vêtu fendit la foule qui au reste s'ouvrait respectueusement devant lui et m'invita à sortir. « Pourquoi sortir ?» demandai-je assez étonné. « Parce que vous troublez le spectacle. »« Mais comment je trouble le spectacle ? Le spectacle n'est pas commencé. »« Alors vous troublez les spectateurs. »« Mais, monsieur, suivez-moi. » Je pensais à l'histoire que mon père, à mon âge à peu près, avait eue avec un mousquetaire de Montancier, et quoique je susse la connétablie dissoute, je pensais avoir affaire à quelque chose de pareil. Je suivis donc sans aucune résistance et au milieu des applaudissements de la salle qui témoignaient sa satisfaction de la justice que l'on faisait de moi. Mon guide me mena dans le corridor, du corridor au contrôle et du contrôle dans la rue. Arrivé dans la rue, « Là, dit-il, ne recommencez plus. » Et il rentra dans la salle. Je trouvais que j'en avais été quitte à bon marché, puisque mon père avait conservé son garde attaché pendant 8 jours à sa personne, tandis que moi, je l'avais gardé attaché à la mienne pendant 5 minutes, tout au plus. Je demeurai un instant sur le boulevard, le temps de faire cette judicieuse réflexion, et voyant que mon guide était rentré, je voulus rentrer à mon tour. « Votre billet, me dit-on au contrôle. « Mon billet, vous me l'avez pris tout à l'heure, et la preuve, c'est qu'il était blanc et que vous m'avez donné à la place un billet rouge. Et qu'en avez-vous fait de votre billet rouge ? Je l'ai donné à une femme qui me l'a demandé. Ah, de sorte que vous n'avez ni billet ni contre-marque. Mais non, je n'ai ni billet ni contre-marque. Alors vous ne pouvez pas entrer. Hein, je ne puis pas entrer alors que j'ai payé mon billet 2 fois. Oui, 2 fois. Où cela ? Une fois à la queue et une fois au bureau. Farceur, me dit le contrôleur. Vous dites ? Je dis que vous ne pouvez entrer, voilà ce que je dis. Mais moi, je veux entrer cependant. Alors prenez un billet au bureau. Ce sera le 2e. Oh, qu'est-ce que cela me fait à moi ? Comment ce que cela vous fait ? Si vous avez vendu votre billet à la porte, cela ne me regarde pas. Eh, dis donc, vous me prenez pour un marchand de contre-marque ? Je vous prends pour un tapageur que l'on vient de reconduire parce que vous faisiez du tapage. Et si vous continuez d'en faire, ce n'est point dans la rue que l'on vous conduira cette fois, c'est à la salle de police.
La menace était très nettement accentuée. Je commençais à comprendre que, sans m'en douter, je m'étais mis en contravention avec la loi ou avec la coutume, ce qui est bien pis que de se mettre en contravention avec la loi. Ah ah, fis-je, c'est comme cela, me dit le contrôleur. Alors, c'est bien, vous êtes le plus fort. Et je sortis. Une fois à la porte, je trouvais qu'il était stupide d'être venu pour voir un spectacle, d'avoir dans ce but acheté une place à la queue et une place au bureau, pour avoir vu un rideau représentant une tenture de velours vert, voilà tout, et de m'en aller sans voir autre chose. J'ajoutai que puisque j'avais déjà fait la dépense de 2 places, je pouvais bien faire la dépense d'une 3e, et comme on continuait d'entrer et qu'une double queue saignait le théâtre, et telle qu'une ceinture dont la porte eût formé l'agrafe, je me plaçai à l'extrémité de celle de ces 2 queues qui me parut la moins longue. C'était la queue opposée à la première que j'avais prise. Elle était moins nombreuse parce que c'était celle des orchestres, des premières galeries, des avant-scènes et des premières et secondes loges. Ce fut l'observation que me fit la buraliste quand je demandai un billet de parterre. Je levai les yeux et je vis en effet sur la planche blanchie la désignation des places que l'on pouvait prendre au bureau où je me trouvais. Les places les moins chères étaient les orchestres et les secondes loges. Orchestre et seconde loge étaient cotés 2 francs 50 centimes. Je tirai 2 francs 50 centimes de ma poche et je demandai un orchestre. L'orchestre me fut octroyé. C'était, de compte fait, 5 francs que me coûtait mon spectacle. Mais, tant pis, mon dîner ne m'avait rien coûté, et j'entrai le lendemain au secrétariat du duc d'Orléans. Je pouvais bien me permettre cette petite débauche. Je reparus triomphant au contrôle, tenant mon orchestre à la main. Le contrôleur me fit un gracieux sourire. « À droite, monsieur, me dit-il. » Je remarquai que c'était tout le contraire de la première fois. La première fois, j'avais pris la queue à droite et j'étais entré à gauche. La seconde fois, j'avais pris la queue à gauche et on me faisait entrer à droite. J'en augurais que, puisque je faisais tout le contraire la seconde fois, tout le contraire devait m'arriver de ce qui m'était arrivé la première. En conséquence, au lieu d'être mal accueilli, je devais être bien reçu. Je ne me trompais pas, je trouvais à l'orchestre une compagnie toute différente de celle que j'avais trouvée au parterre, et comme l'ouvreuse m'avait indiqué, vers le milieu de la banquette une place libre, je me mis en devoir de gagner cette place. Chacun se leva poliment pour me laisser passer. J'atteignis ma place et m'assis à côté d'un monsieur en pantalon gris, en gilet chamois et cravate noire. C'était un homme de 40 à 42 ans. Son chapeau était sur la stalle que je devais occuper. Il s'interrompit de lire un charmant petit livre que je sus depuis être un Elzévir, enleva son chapeau en s'excusant, me salua et se remit à lire. Peste, me dis-je à part moi, voilà un monsieur qui me paraît mieux élevé que ceux auxquels j'ai eu affaire tout à l'heure. Et me promettant d'entretenir avec lui des relations de bon voisinage, je m'assis dans la stalle vide.